Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui nous touche toutes et tous au cœur de notre vie numérique. Un nouveau décret qui vient pas mal secouer les règles de la surveillance en France. Alors, de quoi s'agit-il vraiment et surtout, qu'est-ce que ça change pour nous? On va analyser ça ensemble. Alors pour cette analyse, on s'appuie sur un article particulièrement éclairant qui s'inscrit au fil de l'actualité. Il a été publié en octobre 2025 sur le portail ia-info.fr par Didier Taormina. C'est ce texte qui va nous servir de guide pour tout comprendre. Allez, entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, il faut d'abord regarder comment ce décret est présenté officiellement et quelle est la raison invoquée par le gouvernement pour le justifier. Bon, concrètement, de quoi on parle? Ce décret, le numéro 2025-980, il impose une règle assez simple sur le papier. Tous les opérateurs télécoms, mais aussi des grandes plateformes du net, doivent garder nos métadonnées de connexion. Et ce pendant 1 an. La raison officielle, c'est de donner aux autorités les moyens de lutter contre la criminalité organisée et le terrorisme. Le gouvernement parle d'une menace grave et actuelle. Le mot-clé dans tout ça, c'est bien sûr métadonnées. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est vraiment le point crucial pour comprendre toute la portée de ce texte. La question a l'air toute bête, mais la réponse est beaucoup plus parlante qu'on l'imagine. Attention, on ne parle pas du contenu de nos messages. Non, on parle de tout ce qui est autour. Et c'est justement là que se cache tout leur pouvoir. Pour bien comprendre la différence, l'image de la lettre est parfaite. Imaginez une lettre papier. Le contenu, c'est ce qui est écrit à l'intérieur, le message lui-même. Les métadonnées, eh bien c'est l'enveloppe. L'adresse de celui qui envoie, celle de celui qui reçoit, le cachet de la poste qui donne la date, le lieu. Sans même ouvrir la lettre, on sait déjà qui a parlé à qui, quand et d'où. C'est énorme comme information. Et transposé à notre monde numérique, voilà ce que ça donne. On parle de nos adresses IP, des heures précises où on se connecte, de notre localisation approximative, et ça ne s'arrête pas là. Sur les réseaux sociaux, ça va jusqu'à l'identifiant de notre compte et chaque interaction est enregistrée. Une publication, un commentaire, même un simple like. Mis bout à bout, tout ça permet de dessiner un portrait de nous d'une précision assez redoutable. Voilà, maintenant on sait ce qui est collecté, mais l'article nous met en garde sur les conséquences, sur les risques qui se cachent derrière cette collecte. Et c'est là que le débat prend une toute autre tournure. Ce chiffre, il est là pour frapper les esprits. 100%. Pourquoi? Parce que cette collecte de données, elle est généralisée et indifférenciée. En clair, elle ne vise pas des personnes suspectes en particulier. Non, elle vise tout le monde. L'ensemble de la population. Et comme le dit l'article, ça revient à transformer chaque citoyen en suspect potentiel par défaut. L'auteur de l'article décrit un enchaînement logique, une sorte de pente glissante. Tout commence avec cette collecte massive, sans distinction. De là découle un premier risque, l'abus. Est-ce que ces données pourraient être utilisées à des fins de surveillance politique, par exemple? Et enfin, un dernier point, super important, stocker toutes ces données sensibles au même endroit, ça crée une cible en or pour les pirates informatiques. Le risque de fuite massive devient alors bien réel. Cette citation tirée de l'article, elle résume parfaitement toute la tension du débat. D'un côté, on a le discours officiel qui parle de protéger la démocratie, et de l'autre, on a la réalité concrète, une surveillance qui s'applique à tout le monde. C'est ce paradoxe qui est au cœur de toute la controverse. Mais en fait, ce décret ne pose pas seulement des questions techniques. Il révèle un conflit bien plus profond, un conflit à la fois juridique et philosophique, entre deux visions de la société. Ce qui est super intéressant ici, c'est de voir le choc entre deux logiques. D'un côté, on a la France qui met en avant l'exception de sécurité nationale pour justifier sa démarche. Et de l'autre, on a l'Union européenne qui, avec des textes comme le fameux RGPD, le règlement sur la protection des données, ou les décisions de sa Cour de justice, tire dans le sens inverse. Elle veut limiter ce type de conservation de données. L'article suggère que la France utilise une sorte de manœuvre légale pour contourner ces grands principes européens de protection de la vie privée. Et puis il y a la méthode. L'auteur met le doigt sur un point assez frustrant. Ce décret a été adopté en catimini, sans vrai débat public, sans même passer par le Parlement. Forcément, ça pose la question d'un certain déficit démocratique sur des sujets technologiques qui pourtant impactent les libertés de tout le monde. Au final, tous ces éléments nous ramènent à une interrogation beaucoup plus large, qui dépasse largement le cadre purement juridique ou technique. Et voilà la question que ce décret nous pose à toutes et à tous. Où est-ce qu'on place le curseur entre la sécurité et la liberté? L'article conclut en disant que ce décret n'est pas anodin, c'est un vrai tournant. Il appelle à ce qu'on ait enfin ce débat public de toute urgence, pour que la quête de sécurité ne se transforme pas en un renoncement silencieux à nos droits à l'ère du numérique. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez creuser, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci d'avoir été à l'écoute.